Alors, Thomas Ozanski, euh, Pardon. euh, merci beaucoup d'être là parmi nous ce soir. Je vais te laisser te présenter, peut-être ça sera plus facile. Ok. Attends, je mets mon diapo maintenant déjà. Ouais. Thomas qui va nous parler de la prise en charge de ces patients-là ou de ces patients présentant une sensibilisation centrale ou quelque chose qui y ressemble. J'ai essayé de coller à la demande que j'ai compris, à la compréhension de la demande. Parfait. Est-ce bon? Vous avez mis votre jingle ou faut attendre encore un peu? Tu peux y aller, c'est bon. Ok, ok, ok. Pardon. Du coup, je balance les off. Merci à l'association et de m'avoir invité, c'est sympa. Merci aux premiers intervenants qui ont présenté des sujets très intéressants. Et hâte de voir ce que ça va donner et content de voir les jeunes s'emparer de ces sujets-là. On sait qu'à Strasbourg, il y a toujours du bon travail qui est fait là-dessus. Déjà, les années précédentes avec Alexis Wurz, ça a été assez sympa. Moi, je suis Thomas Ozinski, je suis kiné et j'avais une commande sur essayer de parler de la prise en charge kiné pour traiter la sensibilisation centrale. Comme les premiers échanges que nous avions eus, c'était de discuter de la définition de la sensibilisation centrale et comment la diagnostiquer et autres. Je suis plutôt parti vraiment à essayer de voir si nos interventions avaient quelque chose plutôt des aspects neurophysio et pas les évidences pour parler des prises en charge des patients qui rentreraient dans ces catégories de syndrome de sensibilisation centrale. Donc, on a bien vu la différence qui a été proposée dans la littérature. C'était bien rappelé par les personnes avant. Donc, je vais essayer d'apporter quelques petites infos que j'ai pu retrouver de la littérature sur ces choses-là. Alors, évidemment, j'ai pas de conflit d'intérêt financier parce que je ne suis pas payé pour parler de ces choses-là et ça ne me rapporte pas grand-chose. J'ai un petit biais, c'est que je suis plutôt matérialiste et orienté sur l'aspect neurophysio des choses en pensant que la perception, la douleur, ça ne reste que des mécanismes physiologiques. Donc, neurophysiologique est totalement matérialiste. Et je suis empreint de mon parcours de thérapeute manuel orthopédique. Donc, ça peut expliquer pourquoi j'ai certaines lectures et j'ai pu avoir squeezé certaines informations dans ma revue de littérature. Mais nous aurons tout le temps d'en discuter un petit peu après. Je vais, pour pouvoir présenter un peu ça, je vais devoir du coup présenter un peu le cadre dans lequel je me suis mis, parce que j'avais cette distinction à faire entre le syndrome et les éléments neurophysio, pour rappeler ça. Puis on va essayer de voir des données d'efficacité sur la kinésithérapie en général et différentes modalités d'intervention qu'on peut avoir. Et puis après, peut-être proposer une vision plus générale qui servira surtout à ouvrir le débat après avec les questions qu'ils pourraient avoir. Donc, quand on parle de la douleur, j'ai plutôt tendance à me dire qu'on a plusieurs dimensions qui peuvent être intégrées dans cet objet qui est la douleur, donc quelque chose plutôt polysémique. L'expérience de la douleur, c'est ce qui est décrit, c'est la définition de l'IASP. Donc, on a parlé de l'IASP tout à l'heure. La douleur, selon l'IASP, est une expérience. Mais on voit qu'on peut avoir d'autres niveaux de lecture. En disant, ça peut être une perception, ça peut être une récompense, ça peut rentrer dans les circuits récompenses. On pense toujours au sadomaso, dont j'aime bien parler, parce que c'est des cas très particuliers qui sont assez intéressants. Et puis après, on peut aussi se dire c'est peut-être un outil de précision du système pour choisir ses choix et comment faire face à l'adversité. Donc ça, c'est des théories qui sont proposées par Tabor ou d'autres personnes, et Seymour, c'est assez intéressant. On a des aspects de qualité, de motivation. Hein, quand on pense aux patients en disant que c'est la principale plainte de consultation, c'est que ça veut dire que la douleur est devenue une motivation pour le patient à faire des choses. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et on a après un MEM et ça recouvre plusieurs choses. Donc le MEM dans l'aspect d'une unité d'information et de culture. Donc on sait que la culture, le système dans lequel nous avons grandi va influencer nos perceptions de la douleur. Enfin, va influencer nos perceptions de la douleur, oui. Et pareil, on a du coup ces problèmes de définition qui ont été abordés au départ. Et là, dans le cadre de sensibilisation centrale,
on a ce même-là de sensation centrale, de qu'est-ce que c'est. Donc, moi, je vais plutôt partir dans l'idée que c'est les changements neurophysio au niveau du système nerveux central, pour reprendre un peu les définitions de Wolff qui ont été introduites tout à l'heure, et de voir un peu comment on peut changer ça et quels sont les marqueurs. Donc, on a vu différents marqueurs. Anna nous a présenté différents marqueurs très bien qui peuvent nous être utilisés, être utiles et être utilisés par les collègues en clinique. Donc, les seuils de douleur, les modulations de douleur. Donc, c'est surtout ça que j'ai essayé de voir dans la littérature. Est-ce que nous avions de la littérature, des choses pour savoir si les kinésithérapeutes pouvaient changer ces mécanismes-là? Et pour dire que, est-ce que nous avons de quoi changer la perception en changeant ces mécanismes-là? Donc, d'un point de vue général, j'ai repris un peu ce schéma tout à fait anecdotique et non validé, mais de se dire que dans une expérience quelconque, on va avoir, l'expérience au sens large, le fait de vivre quelque chose, on va pouvoir avoir des sensations d'informations qui viennent de l'extérieur, qui sont traitées par nos systèmes sensoriels, et on va avoir de l'information, elle va être intégrée, ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis on va pouvoir avoir de la cognition, de la métacognition, c'est tous ces travaux qui se développent aussi en kinésithérapie, avec les acceptations, engagements, les travaux comme ça, de réflexion sur ces cognitions. Et toutes ces choses-là vont avoir de l'influence sur les actions, vont décider les actions, et les actions qu'on va mener vont pouvoir influencer nos cognitions et l'intégration de nos sensations. Et pour moi, dans le cadre dans lequel je me suis mis, où je propose ces informations-là, je me dis que la sensibilisation, c'est plutôt ce phénomène d'intégration. Ce n'est pas au niveau de la perception et de la cognition, c'est plutôt quelque chose qui se passe au moment de l'intégration des informations des sens. Et puis, à la frontière entre la perception et la cognition, on va avoir ces moments de perception, de dire on perçoit quelque chose, et à définir un peu plus loin. Dans les modèles de sensibilisation centrale, on dit qu'il y a deux phénomènes. Donc, je remercie les collègues qui n'ont pas trop parlé, mais ça me laisse de quoi discuter un peu de ça. À se dire que les changements qu'on peut observer dans le système nerveux central pourraient être en lien avec une hyperactivité périphérique, en se disant quand il y a une hyperstimulation sensorielle périphérique, le neurone de second ordre, qui reçoit beaucoup de stimulation, va pouvoir changer d'état de fonctionnement et devenir sensible. Ce qui expliquerait un des mécanismes de sensibilisation centrale, en disant il y a une facilitation de l'activité synaptique, une hyperactivité, le neurone change de fonctionnement. En plus, ce qui a été dit tout à l'heure, on retrouve des phénomènes de perte de l'inhibition au niveau médulaire. Dans les cas les plus avancés, certaines études montrent des pertes de substances grises et d'interneurones au niveau médulaire ou même au niveau suprasegmentaire, qui signent qu'on aurait des changements et des pertes d'inhibition. Et du coup, s'il y a une perte d'inhibition, il y a une hyperactivité cellulaire, et ça exprimerait ces phénomènes de sensibilisation centrale. Mais on se dit aussi, en temps normal, nous savons que dans le système médulaire, il y a pas mal d'informations qui descendent du cortex et du tronc cérébral vers les différents étages de la moelle. Et ce système-là peut être soit facilitateur, soit inhibiteur. C'est ce qu'on a vu dans la théorie du portillon, ou même dans les différents mécanismes de modulation, par exemple la modulation conditionnée de la douleur, dont Anna nous a parlé tout à l'heure, qui est un système spino-bulbospinal. Donc on voit qu'il y a une communication entre le niveau segmentaire et suprasegmentaire, et ça peut être soit une communication facilitante, soit inhibante. Et on retrouve dans les syndromes de sensibilisation centrale et dans le phénomène de sensibilisation centrale potentiellement une perte de ces phénomènes d'inhibition descendante, ce qui ferait que la moelle, étant moins sous contrôle, deviendrait hyperactive. Et puis, comme a dit Maxime, en fonction de comment on considère où se passe plutôt la sensibilisation centrale, on peut aussi, il y a certains auteurs qui montrent des perte de l'inhibition corticale et une hyperactivité. Peut-être pour ça, nous discuterons tout à l'heure de l'IRM fonctionnel et sa place dans le diagnostic de l'association centrale, dont Anna a commencé à préparer les questions. Quand on regarde la littérature sur la physiothérapie pour moduler ça, j'ai eu de la chance qu'il y a une revue qui est sortie là, il y a quelques semaines, donc ça m'a évité pas mal de travail. Et cette revue s'est intéressée à savoir comment est-ce que la physiothérapie pouvait moduler les seuils de sensibilisation centrale, les seuils et les marqueurs de sensibilisation centrale, en considérant les marqueurs de sommation temporelle, d'abaissement du seuil
de douleur, que ce soit une douleur mécanique, comme on a dit avec les QST, en faisant avec un algorithme de pression appuyé ou avec le piqué, ou que ce soit des seuils de douleur au chaud ou au froid, avec différents outils d'évaluation dans les QST. Et on retrouve différentes choses et la thérapie manuelle et l'exercice semblent être des outils que nous avons à notre disposition avec un effet sur les marqueurs de sensation centrale, marqueurs au niveau des QST. Donc, on peut dire qu'on aurait des mécanismes intéressants pour ça. Inconvénient, seulement 18 études, 1 millier de personnes retrouvées qui ont été testées par rapport à ça, plutôt des personnes relativement âgées, une cinquantaine d'années, plutôt des personnes avec des problèmes de rachialgie chronique. Donc, probablement encore des données à prendre avec pas mal de précautions. On retrouve un effet qui est positif, mais relativement faible à modéré. Et on ne sait pas encore bien dire si c'est chez tout le monde et est-ce que quelle est vraiment cette puissance de l'effet qu'on retrouve. Mais bon, peut-être on aurait ces choses-là. Après, on retrouve souvent parler aussi de l'éducation. Donc, il y a des débats hands-on, hands-off. Ça a été le sujet de plusieurs congrès l'an dernier sur ces choses-là. Et dans cette revue systématique, eux ne retrouvaient qu'une seule étude sur l'éducation qui ne montrait pas d'effet sur ces choses-là, mais ils n'ont pas pris une autre étude de Von Ostrich et de Pain in Motion qui a aussi travaillé là-dessus, qui eux montraient un petit effet sur les marqueurs chez les fibromyalgiques. Bon. Tout ça pour dire qu'on manque pas mal de données à l'heure actuelle pour être confiant dans l'effet moyen de nos interventions, mais des données qui laissent à penser que nous puissions aider certains patients. Quand on regarde de façon un peu plus détaillée, ils se sont intéressés à savoir dans les interventions qu'on a, qu'est-ce qu'on a qui peut modifier les seuils, et pas mal de choses ressortent en disant qu'en fin de compte, un peu tout sans modifier les seuils de douleur. Si on prend là une étude sur la gonarthrose, une autre revue systématique de 13 études avec 11 interventions, et ce qui semble ne pas montrer plus d'effet, c'est le kinesiotaping seul versus placebo. Ça ne semble pas montrer plus d'effet. Ça semble moduler, mais ça ne semble pas montrer plus d'effet quand c'est posé de façon kinésio ou de façon placebo. Et les programmes de soins médics, qui est un programme multidimensionnel de prise en charge des patients douloureux chroniques avec de l'exercice, de l'éducation, de la nutrition, ne semblent pas être supérieurs à des soins usuels dans l'amélioration des seuils de douleur d'un point de vue diffus, ce qui était un des marqueurs dont nous pourrons reparler tout à l'heure, qui est un des marqueurs suspectés de sensation centrale. Donc, encore une fois, une confiance faible à très faible dans les effets observés, parce qu'on voit une énorme hétérogénéité dans les interventions qui ont été étudiées, c'est normal, la physiothérapie comprend pas mal d'interventions très différentes, et ces sujets-là sont, comme on l'a vu, des sujets à controverse, que les définitions sont compliquées, le diagnostic est compliqué, donc difficile d'avoir des données très fortes actuellement, mais on semble se dire qu'un des mécanismes d'action de la physiothérapie probablement passe par des modulations de fonctionnement des centres inhibiteurs descendants ou facilitateurs, et on retrouverait cette amélioration des seuils de douleur de façon diffuse, potentiellement dans plusieurs interventions. Quand on s'intéresse spécifiquement aux manipulations périphériques et l'antalgie, là, encore une fois, il y a une revue qui a été faite il y a quelques mois, donc encore de quoi fester le travail. 11 études sur du gonarthrosique. C'est une population qui a été pas mal étudiée, qui est assez intéressante, le gonarthrosique, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de patients avec des gonarthroses, de plus en plus sont opérés. Ça a été dit tout à l'heure, les phénomènes de sensation centrale, que ça soit détecté par le syndrome et le CSI ou par des modifications de la modulation conditionnée de la douleur ou de la sommation temporelle avec le phénomène de wind-up, on sait que ces marqueurs-là semblent prédicteurs de mauvaises réponses à la chirurgie. Donc, c'est intéressant de savoir si on a des effets. Et ce qui ressort, c'est que l'exercice, l'électrothérapie améliore ces marqueurs-là, mais on retrouve des effets, encore une fois, assez modérés de l'exercice sur la douleur et la CPM. Et on retrouve un effet sur la CPM, donc la modulation conditionnée de la douleur, mais pas forcément sur le phénomène de sommation temporelle. Donc le phénomène de wind-up, on vient stimuler plusieurs stimulations douloureuses et voir comment la personne réagit.
Donc, il semblerait que nos interventions aient des effets à différents niveaux du mécanisme de perception et de transduction et de transfert de l'information nociceptive, à détailler dans le futur. Là, on voit peu d'études, hein, on voit une dizaine d'études, 600 personnes étudiées. Donc, on a une confiance faible de savoir la taille de l'effet, mais il semble être supposé avoir un effet dans les mobilisations et manipulations, au moins chez les gonarthrosiques. Quand on s'intéresse aux rachialgies, donc il y a aussi pas mal d'études sur les manipulations au niveau du rachis, hein, ça a été très à l'apogée pendant quelques années. Là, on se demande si les mécanismes qu'on observe, vu qu'on sait que les manipulations, on n'arrive pas forcément à cibler l'étage, on n'est pas forcément très spécifique, on n'a pas forcément besoin d'être spécifique pour avoir un effet sur la plainte douloureuse du patient. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un effet modéré d'amélioration des marqueurs de la sensation centrale, qui est là l'ergométrie, donc la douleur à la pression. Et on voit que sur cette revue de 15 études avec 900 patients, une moyenne de 36 ans, la manipulation contre l'exercice ou une fausse manipulation ou de la mobilisation a un effet modéré. Inconvénient, les données sont jugées de mauvaise qualité méthodologique et on voit une grande hétérogénéité entre les études. Donc, encore une fois, des preuves faibles d'un effet potentiellement modéré de la physiothérapie pour altérer les mécanismes de sensation centrale, en tout cas les marqueurs cliniques considérés de sensation centrale. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette revue, ils ont aussi essayé de voir si les phénomènes de modulation des seuils de douleur étaient plutôt locaux, régionaux ou très, très éloignés. Et on retrouve quelque chose d'assez éloigné, ce qui nous fait penser que le système de modulation conditionnelle de douleur, qui est plutôt un système d'inhibition de la perception douloureuse diffus, donc pas que local, est mis en jeu, parce que l'inhibition de la perception douloureuse a l'air d'être plutôt diffuse, même si on peut suspecter des phénomènes aussi locaux, parce qu'on voit que les seuils locaux semblent être un peu plus abaissés. Donc la manipulation aura des effets très généraux de stimulation des centres inhibiteurs descendants et peut-être aussi un phénomène local, mais encore à déterminer avec plus de précision. Quand on regarde un petit peu l'effet observé, on a dit qu'il y a un effet modéré, et là, une relecture de revues systématiques, des données de revues systématiques, dont la conclusion était assez intéressante, de se dire on a un effet de modulation, mais ça ne semble pas perdurer dans le temps. Parce que ça, c'est une question c'est une question qui a été posée, hein, les problèmes de chronicisation, est-ce que sensation centrale, chronicité ou autres sont interchangeables, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Là, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est de se dire on a des effets, on a l'air de penser qu'il y a un effet modéré, on a une faible confiance dedans, mais en tout cas, on a l'air assez certain que l'effet ne dure pas très longtemps. On a environ 5 minutes d'amélioration des seuils de douleur après les manipulations, mais après, l'effet semble se dissiper. Donc, il faut réfléchir pourquoi cet effet-là, qu'on retrouve neurophysiologique assez bref, a l'air de suffire à certains patients pour s'améliorer pour plus longtemps que 5 minutes. Donc, peut-être à aller chercher d'autres réflexions que simplement la modulation des phénomènes neurophysiaux de la sensation centrale pour aider nos patients. Quand on regarde au niveau de l'exercice, ce n'est pas que la manipulation. L'exercice, de façon générale, semble montrer des effets positifs sur les seuils de douleur, que ce soit sur les patients sains. Donc ça, c'est une autre revue qui est un peu plus vieille, Nogle en 2012, mais je n'ai pas trouvé de revue plus récente. On montre chez le sujet sain une amélioration avec l'exercice. Les gens, quand vous leur faites mal, ils ont un peu moins mal après l'exercice. Par contre, chez les patients qui ont un état de douleur, l'effet est moins franc, voire parfois contradictoire entre certaines études et certaines populations. Donc, ça laisse à penser que certaines populations de patients, plutôt fibromyalgiques ou ceux qui rentrent justement dans les classifications des syndromes de sensation centrale, semblent être des patients qui ne répondent pas comme les sujets sains et qui, après un exercice, ont plutôt une augmentation de la douleur perçue pour une stimulation qu'une diminution. Donc, ça va être à préciser un peu dans le futur pour savoir à quel patient on va pouvoir proposer ça et avec quelle dose, même si
de plus en plus, on se dit que dans tous les cas, il va falloir le faire, mais peut-être là, l'éducation va être importante pour l'expliquer. On sait que ça va monter un petit peu, mais puis après, ça devrait revenir dans la normale. On a besoin de faire fonctionner votre système dans un autre mode de fonctionnement que celui de l'hypersensibilité. Il y a une interaction qui semble exister entre modulation conditionnée de la douleur et phénomène antalgique induit par l'exercice. Pourquoi j'ai présenté ces données? Parce qu'en fait, la CPM, c'est quelque chose qui est assez facilement étudiable en pratique clinique. Le patient se fait mal, vous lui faites mal ailleurs, et vous voyez si, en lui faisant mal ailleurs, il a moins de douleur sur la zone qu'il gêne. Et ce qui a été montré, c'est là une petite étude. Cette petite étude montrait que si les patients arthrosiques, avant de faire de l'exercice, avaient une bonne CPM, ils avaient tendance à avoir un effet positif de l'exercice. Par contre, ceux qui n'avaient pas une bonne CPM avant l'exercice avaient tendance à ne pas s'améliorer. Donc, ça peut nous être utile et très intéressant pour nous de faire des tests de modulation conditionnée de douleur chez les patients pour savoir un peu prédire potentiellement comment ils vont répondre à certaines interventions d'exercice qui sont les interventions les plus recommandées à l'heure actuelle pour la plupart des patients. Dans les mécanismes mis en jeu, l'exercice, j'ai pris le temps de mettre que ça parce que l'exercice est très à la mode, on a beaucoup discuté de ce que je comprends, le peu que je vais sur les réseaux sociaux. Les mécanismes ont l'air d'être des mécanismes diffus, plutôt orientés sur les opioïdes et un peu le cannabis et la sérotonine, donc toujours ces trois grands acteurs qu'on retrouve dans la modulation de la douleur. Et il se peut en fait qu'entre personnes sédentaires et personnes actives physiquement, le fait d'être actif physiquement favorise l'état déjà de fonctionnement des mécanismes opioïdes de régulation de l'hyperactivité des neurones nociceptives, alors que la sédentarité abaisse et diminue ce phénomène d'inhibition opioïde sur le second neurone, ce qui expliquerait qu'en fait, en faisant de l'exercice régulier, on préarme un petit peu le système d'inhibition et qui va diminuer le risque de rentrer dans un état d'hyperexcitabilité des neurones. Donc c'est une hypothèse qui est proposée par Sluka et ses collaborateurs, de dire que ça peut être ce mécanisme-là qui explique comment l'exercice sur le long terme va avoir de l'effet, alors que l'effet dans les études en laboratoire, l'effet de l'exercice se dissipe là au bout d'une 15 à 30 minutes. Et là, c'était plutôt des données en lien avec l'inhibition descendante, donc plutôt la théorie plutôt descendante, donc top-down, comme on dit parfois dans les articles. Mais peut-être réfléchir aussi sur l'aspect, est-ce que quand un patient a la sensation centrale, il faut absolument arrêter de le toucher et arrêter d'aller sur la zone qui est douloureuse? Ça dépend. Et il y a des données, j'ai pris des données les plus emblématiques, même si elles sont de faible, enfin la confiance est faible parce qu'il y a peu de données là-dessus, mais chez les patients arthrosiques, le fait de faire une arthroplastie, donc enlever le cartilage et enlever toute cette zone inflammatoire pro-nociceptive, a l'air de pouvoir améliorer les seuils de perception douloureuse et les seuils de douleur mécanique de façon diffuse. Donc ça laisse à penser que même si on retrouve un patient avec des phénomènes de douleur chronique, sensation centrale, le fait d'avoir une action sur la nociception périphérique locale et l'état du tissu localement semble pouvoir être aussi une piste d'amélioration de ce syndrome-là. Donc, ce qui est plutôt des éléments qui sont en faveur de dire qu'il y a quand même du bottom-up, du remontant, et que jouer sur les afférences, sur les informations qui remontent sur le système central, semble pouvoir être une piste intéressante chez certains patients. Inconvénients, parce qu'il y a toujours des inconvénients dans la plupart des données. Donc là, une revue, enfin pas une revue, une étude prospective qui s'intéressait, pareil, chez les patients qui vont avoir un remplacement au niveau de la hanche ou du genou. Et ben, on montre que déjà les personnes qui sont les plus sensibles ont le plus de risques de ne pas avoir de bon effet de la chirurgie. Donc, à se dire, probablement que chez certains patients, enlever la nociception en lien avec l'état articulaire abîmé semble améliorer le phénomène de sensation centrale avec l'amélioration des seuils à la douleur diffuse.
Mais plus le système va être déjà changé de mode de fonctionnement, plus le système est déjà hypersensible, moins bon va être le résultat. À réfléchir pourquoi. Est-ce que c'est que les facteurs psychosociaux qui jouent? Est-ce que c'est de l'appréhension ou autre? Cette littérature, cette étude-là n'allait pas chercher ces phénomènes-là, mais peut-être à aller réfléchir. Et ce qui est intéressant à noter, comme on a dit, le CSI n'a pas forcément de qualité à bien diagnostiquer un phénomène neurophysio. Il n'est pas fait pour ça. Il semble avoir des qualités diagnostiques pour catégoriser des patients de façon un peu plus fine. Là, ce que nous disait Alban tout à l'heure. À l'heure actuelle, la mesure des par QST, que ce soit les seuils douloureux ou la CPM, ne semble pas permettre de prédire la quantité d'amélioration avec la chirurgie. Donc, ce qu'on se dit, c'est que ça semble améliorer en moyenne les patients après chirurgie. Mais plus le système était altéré dans sa sensibilité, moins bonne sera la réponse. Et de ces deux phénomènes contradictoires, ça nous empêche actuellement de prédire le bénéfice du patient. Or, on sait que pas mal de patients ont de la douleur chronique après les opérations, entre 15 et 30% selon les études épidémiologiques que j'ai pu retrouver. Pour les 5 minutes qui me restent, comme ça je serai dans les temps, de ce que j'avais cru comprendre, quand on lit la littérature, quand on discute, on se dit il y a ce phénomène de sensation centrale qui rentre dans un cercle de réflexion en disant en kiné, on pense à changer le comportement du patient, on a besoin de ça parce que ce qu'on veut, c'est qu'il ait un meilleur état de santé, ça passe par un comportement souvent un peu différent, que ce comportement est influencé par la cognition, les métacognitions, donc toute la place de l'éducation et d'autres thérapeutiques qui sont proposées. On sait que les facteurs psychosociaux vont influencer la cognition et le comportement. On sait que les mécanismes de modulation de la douleur et de la nociception du moins changent la plainte du patient et vont pouvoir affecter les effets en kinésithérapie. On a besoin de réfléchir à ce qu'il y a des sources de nociception et de choses. Et puis, on a ce phénomène de sensation centrale qui arrive, qui est un peu mis au même niveau que le reste. Alors, je me demandais, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, et peut-être c'est le sujet de débat que j'aurais voulu ouvrir, c'est une question tous en présence, mais je sais que là, vous allez pouvoir poser des questions, mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer un petit peu les choses et pas mettre tout au même niveau, parce que je pense qu'il ne faut pas mettre tout au même niveau, en se disant, probablement que les choses sont plus éclatées. Là, malheureusement, on est sur du 2D, mais probablement c'est encore un peu plus éclaté, les relations plus subtiles, en se disant, les stimulus nociceptifs, ils vont pouvoir induire des cognitions, des métacognitions quand on a une sensation qui remonte. On sait que si on a un excès de ces choses-là, on peut produire un phénomène de sensation centrale dans le phénomène neurophysio dont nous avons parlé tout à l'heure. On sait que la modulation, les phénomènes de modulation des centres inhibiteurs descendants ou les facilitateurs descendants vont pouvoir potentialiser ou inhiber la sensation centrale, que ces centres-là sont influencés par les pensées, que les pensées sont influencées par les psychosociaux. Donc probablement, il y a besoin de faire un ajustement un peu plus fin, de redonner à la sensation centrale sa simple place, le phénomène neurophysiologique, ce qui était bien décrit par les collègues tout à l'heure, d'en faire moins un sujet de discorde qu'on peut parfois l'entendre, dire, comme ça a été dit par Maxime, c'est un phénomène qui peut être relativement normal, à voir comment on peut l'évaluer, comme a dit Anna, et elle m'a donné des pistes, et se dire comment faire pour que les patients qui ont ce phénomène-là, qui est un phénomène tout à fait logique, normal, physiologique, comment éviter qu'ils se transfèrent petit à petit et se dégradent pour rentrer dans des phénomènes de sensation centrale où tout le système devient anormalement sensible. Nous avons vu qu'il y a plusieurs pistes en physiothérapie, des pistes et des données préliminaires qui laissent à penser que la physiothérapie a sa place. Je ne suis pas rentré trop dans les données d'éducation parce qu'on a dit qu'il y a peu de choses, mais une donnée que je n'ai pas mise là, mais certains sont intéressés à savoir si faire de l'éducation aux patients et dire l'exercice va aider à moduler l'activité douloureuse, cette information-là potentialise l'effet de l'intervention. Donc, c'est tous les phénomènes d'effet contextuels dont beaucoup connaissent pas mal de choses. Mais de se dire, probablement, il faut combiner un petit peu et de se dire que quand j'interviens en physiothérapie, je vais pouvoir jouer sur différentes dimensions du problème du patient, dont l'un sera sensation centrale, mais c'est un petit phénomène dans le problème et la plainte du patient. Alors, je vous remercie. J'espère que cette petite présentation un peu brève a été assez claire pour s'approprier le concept et essayer de se concevoir une kinésithérapie, physiothérapie multidimensionnelle, non linéaire, c'est, je pense, le plus important. Et surtout,
participer à des programmes de recherche clinique. Donc, c'est bien que les étudiants aient pu faire ça. Les 3, je vous encourage à continuer, parce que c'est des bonnes choses. C'est des sujets intéressants. Et pour les physiothérapeutes qui regardent, il y a possibilité de faire des programmes en libéral ou en centre. Il faut participer à ça. On a besoin de beaucoup plus de données pour être confiant dans ce que nous faisons et pouvoir faire la promotion de notre profession. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.